Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expérience des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. J'ai eu la chance, si vous voulez, de vivre la période de bascule. J'ai vécu la période où Accenture a mis en place des quotas de femmes dans les équipes du top management. Et il faut savoir que philosophiquement, j'étais plutôt contre les quotas, mais à la fin de la journée et 20 ans plus tard, j'ai la conviction qu'il n'y a que ça qui marche. Directrice des technologies et du RSE chez Euraseo, Sophie Flack a répondu aux questions du podcast Leçon de Victoire. Elle révèle à travers ses réponses un parcours, un caractère et un engagement qui font d'elle un rôle modèle inspirant en ce qui concerne la réussite professionnelle au féminin. Sophie a travaillé chez Accenture, elle a été membre du COMEX chez Accor, elle est membre d'un think tank de la Commission européenne sur le sujet des reportings extra-financiers. En parallèle de sa vie professionnelle, elle a également écrit un livre intitulé « Restez zen, vos enfants sont connectés » et elle est présidente d'une association qui œuvre pour la recherche du yoga dans l'éducation. Elle qui dit apprécier taper la balle en parlant des échanges, c'est une partie de squash qu'a représenté cette interview. En effet, Sophie est passionnée par sa mission, par l'impact que génère son engagement environnemental auprès des sociétés du portefeuille de la société d'investissement pour laquelle elle travaille. On ressent à travers ses réponses le sens qu'elle met dans les actes et dans les mots. Nous avons abordé le concept de la réussite professionnelle et vous l'entendrez, ce ne sont pas des mots de son vocabulaire. Par contre, Sophie est à l'aise avec l'audace, le courage, la dynamique d'équipe, la prise de recul. Elle partage son retour d'expérience sur l'importance du coaching, sur la capacité à savoir dire non, sur la conscience de la différence entre les comportements masculins et féminins face au projet et à la récompense, et sur la tempérance apportée par la pratique du yoga. Entrez dans le jeu, inspirez-vous du témoignage de Sophie Flack. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, je commence par une première question qui est, on se retrouve dans une réunion, on ne se connaît pas, on fait le tour de table où chacun se présente, arrive votre tour, qu'est-ce que vous dites ? Très simplement que je travaille pour une société d'investissement et que j'ai 2 missions au sein de cette société. Je m'occupe de tous les aspects RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise, et je m'occupe de tout ce qui a trait à la technologie. Alors votre objectif professionnel au quotidien aujourd'hui, c'est quoi qui vous pousse à vous lever le matin, qui vous motive professionnellement ? Alors je suis passionnée par les 2 sujets sur lesquels je travaille. J'adore
le fait de travailler sur des sujets très innovants, très pointus, sur lesquels il y a toujours beaucoup de recherche active et beaucoup d'évolution et d'innovation. Néanmoins, je dois dire que le sujet qui me fait me lever le matin, c'est quand même plus la RSE, donc la responsabilité sociale d'entreprise. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une crise climatique et une crise sociale qui nécessite urgemment de réinventer nos modèles, de réinventer nos sociétés, et j'espère pouvoir contribuer à changer la donne. Comment est-ce que vous contribuez justement sur ce sujet-là ? C'est toute la chance que j'ai de pouvoir travailler dans une société d'investissement, et c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à la rejoindre. C'est que en tant qu'actionnaire, Eurazeo est un actionnaire actif qui accompagne les sociétés dans lesquelles elle investit, et pour bénéficier de l'engagement financier d'Eurazeo, les entreprises doivent s'engager à intégrer la responsabilité sociétale d'entreprise au cœur de leur stratégie. Donc très concrètement, ça veut dire que quand on est actionnaire d'une entreprise, on demande à cette entreprise de se fixer des objectifs de progrès sur les sujets les plus critiques la concernant en termes de RSE, notamment le fait d'avoir une trajectoire de décarbonation, le fait de mettre en place des modèles de fonctionnement en termes de ressources humaines qui vont être respectueux des collaborateurs. Donc on travaille beaucoup sur tous les sujets de santé et sécurité au travail, sur les modèles de rémunération. Donc voilà, et donc j'ai la chance de pouvoir faire ça très activement sur un portefeuille de plusieurs centaines d'entreprises. Donc ça permet de démultiplier l'impact. Et donc vous voyez les résultats concrets. Vous accompagnez vous-même les entreprises dans lesquelles Eurazeo investit. Alors on travaille en équipe, bien évidemment. Vous imaginez bien que je ne suis pas toute seule, et le degré d'investissement auprès des différentes entreprises varie. Mais pour vous donner plusieurs exemples très concrets, on est actionnaire d'une société qui opérait dans le secteur de la chimie quand on est devenu son actionnaire. Aujourd'hui, son activité est diversifiée sur la pharmacie, et je pense que la crise sanitaire a montré toute l'importance d'avoir des entreprises françaises performantes dans le domaine médical, en particulier dans le domaine des principes actifs. Et comme toutes les sociétés qui ont des activités en chimie, les sites de production fonctionnaient principalement soit avec du charbon, soit avec du gaz. Nous sommes actionnaires aujourd'hui depuis 4 ans. On prévoit avec l'équipe de management au plus tard la sortie du charbon en 2024. On pense même qu'on va réussir à l'opérer en 2022. Et 4 ans plus tard, si vous voulez, depuis qu'on est actionnaire, l'entreprise a réduit ses émissions carbone d'un peu plus de 350 000 tonnes par an. C'est beaucoup. Et on a permis, si vous voulez, de réduire l'intensité carbone de la production. Ça veut dire, pour 1 tonne de produits fabriqués, quelle est la quantité d'émissions CO2 que produit l'entreprise. Et donc, on a réussi à réduire de 30% l'intensité carbone de la production. Donc, vous voyez, ce sont je vous réponds en chiffres, mais aujourd'hui, sur l'ensemble des sociétés qui sont engagées sous notre impulsion et en collaboration avec nous à décarboner leur activité, on est déjà à plus d'1 million de tonnes de carbone que nous avons évité. Et la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que tous les programmes RSE qu'on met en place, tous les programmes, que ce soit sur les aspects environnementaux ou sur les aspects sociaux, non seulement on améliore les pratiques, on pollue moins, on utilise moins de ressources naturelles, on garantit de meilleures conditions de travail, mais c'est aussi très vertueux sur le plan économique. Et en fait, on chiffre les gains. Parce qu'effectivement, quand vous utilisez moins d'eau, quand vous utilisez moins d'énergie, quand vous avez moins d'accidents du travail, parce que vous avez amélioré l'organisation des postes, eh bien, c'est vertueux sur le plan économique. Et donc, aujourd'hui, tous ces programmes ont permis de générer plus de 250 millions d'euros d'économies. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on suit très concrètement. Et après, on adapte les programmes en fonction des enjeux de l'entreprise. Vous voyez, quand on travaille avec une entreprise textile, on va beaucoup travailler sur les conditions de travail
au niveau des fournisseurs, notamment dans les pays distants, voire on va travailler à rapprocher les approvisionnements, et on travaille aussi beaucoup sur toute l'utilisation des produits chimiques en textile pour, autant que faire se peut, évoluer vers des formulations qui utilisent des produits moins polluants, plus naturels, voire qui suppriment l'utilisation de certains produits qui pouvaient sembler encore indispensables il y a quelques années et avec lesquels on vit très bien sans aujourd'hui. Je vous sens bien passionné par votre quotidien, super. Il est très riche, donc si vous voulez, tous les jours, il y a de nouveaux sujets à adresser. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup de chance dans mon métier. Bravo. Est-ce que vous avez un rôle modèle? Alors écoutez, déjà, je ne savais pas ce que je voulais être quand j'étais gamine, et non, je n'ai pas de rôle modèle. Vous terminez vous-même votre trajectoire, manifestement. Non, mais dans le sens où d'abord, je pense qu'il y a énormément de personnalités inspirantes, y compris dans la très jeune génération. Vous voyez, il y a ce jeune Hollandais qui a créé The Ocean Project, qui vise à nettoyer les océans. Donc, depuis les premiers jours, avec mon mari et les enfants, on soutient financièrement et on suit son projet. Donc, je pense que toutes les qualités qui me font rêver sont disséminées dans différentes figures, que ce soit des figures historiques ou des figures contemporaines. Ok, très clair. Alors, aujourd'hui, quel est votre meilleur allié professionnel? Sans une hésitation, mon époux. Alors pourquoi? Pour plein de raisons, mais si vous voulez, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour prendre du recul. Moi j'aime bien cette expression, vous savez, pouvoir taper la balle, donc pouvoir échanger de façon extrêmement libre et extrêmement vive sur des sujets divers et variés, et on partage cette appétence commune sur l'innovation, et notamment en matière de tech, il est extrêmement pointu. Donc c'est vrai que c'est d'abord avec lui que je débat des différents sujets, des différentes préoccupations qui m'animent. Après, moi j'ai la chance dans l'entreprise dans laquelle je travaille d'avoir des collègues avec lesquels je m'entends très bien et avec lesquels je peux échanger sur les différents sujets. Mais mon allié numéro 1 reste mon époux. Parfait. Je voudrais vous poser une question sur votre réussite. Alors votre réussite professionnelle, mais peut-être au sens large et peut-être dans dans toute son ampleur et puis dans l'échéance que vous souhaitez. C'est un peu ce qui vous vient à l'esprit en premier, que vous me racontiez un peu cette réussite professionnelle. Alors en fait, si vous voulez, moi j'ai jamais été à l'aise avec le mot réussite. Ouais. En fait, je sais pas vraiment ce que c'est que réussir ou ne pas réussir. Alors, on peut essayer d'y mettre des critères objectifs. Donc, à l'évidence, si vous voulez, quand on atteint un certain niveau sur le plan managérial, ça vous donne et une capacité d'impact et des devoirs et une liberté d'action. Donc, c'est vrai que j'apprécie, si vous voulez, de pouvoir définir la feuille de route sur laquelle je m'engage avec mes équipes, sur laquelle j'engage l'entreprise, et ne pas être dans l'exécution. Vous voyez, je pense que donc ça, pour moi, c'est certainement un des éléments, je dirais pas qui caractérise la réussite, mais qui caractérise en tous les cas ce que j'aime dans le rôle que j'occupe. Après, il y a des critères objectifs de confort économique, et donc c'est sûr que c'est agréable de pouvoir faire face aux différents besoins économiques auxquels on est confronté, mais je suis perpétuellement en mouvement. Je ne vois pas de point d'arrivée, et si je travaille sur des sujets d'innovation, vous voyez, ça me correspond bien. Donc voilà, donc je ne me sens ni en réussite ni en échec. Très heureuse d'être là où je suis aujourd'hui et très enthousiaste
à l'idée de continuer. Bon, alors avec bien évidemment toutes les préoccupations qu'on peut imaginer dans le contexte actuel qui est quand même très complexe. Mais vous voyez, si la réussite c'est un point d'arrivée, j'y suis pas, et je pense que j'y serai jamais. Et est-ce que vous avez des moments de votre carrière sur lesquels vous êtes fiers? S'il y avait un moment à mettre en lumière dans votre parcours, dans votre trajectoire, qui peut être un point de passage, qui peut être l'aboutissement d'un projet, que ça soit peut-être associatif, ou que ça soit sur une trajectoire professionnelle, ou que ce soit un événement qui s'est produit sur lequel vous avez été à l'initiative, il n'y a pas un sujet sur lequel vous êtes particulièrement fier? Si, il y en a. En fait, si vous voulez, c'est pas parce que je les qualifie pas de réussite personnelle qu'il n'y a pas des moments où j'ai un sentiment d'accomplissement. Après, je pense que ce sont plus des sentiments d'accomplissement en équipe. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment deux moments forts. Dans la société pour laquelle je travaille, chez Euraseo, on vient de lancer un programme RSE extrêmement ambitieux. Vraiment extrêmement ambitieux, un programme qui s'appelle Au Plus. On s'engage dans la neutralité nette carbone, on s'engage pour l'inclusion. C'est un travail d'équipe. Le jour où on a eu le go pour lancer le programme et où on l'a vu se matérialiser, notamment à travers son lancement dans la presse, c'est un profond sentiment de joie, de fierté, partagé avec tous ceux qui ont contribué. Et j'ai eu exactement le même sentiment quand on a lancé Planète 21 chez Accor. Donc Planète 21, pareil, c'était le programme développement durable qu'on a lancé. Je pense que ça devait être en 2011 ou 2012. Vous voyez, tous les hôtels dans le monde entier, les 4000 hôtels ont basculé aux couleurs de Planète 21. Il y avait un vrai sentiment, vous voyez, d'être à sa place, au bon endroit, au bon moment, et de voir des efforts couronnés, non pas de succès, mais vous voyez, de mise en route. Parce qu'en fait, là, c'était la capacité à mobiliser tout le monde, et c'était audacieux. Et là encore, le résultat d'un travail d'équipe, où on avait vraiment réussi, vous voyez, à mobiliser tout le monde pour que ça marche. Donc là, c'est sûr que pareil, le jour où on a lancé, j'étais très heureuse. Et après, peut-être quelque chose de plus personnel. En fait, quand j'avais 15 ans, à l'époque, je faisais énormément de musique, énormément de piano, et j'ai convaincu mes parents qui ont été très courageux, de me laisser partir, étudier le piano aux États-Unis, avec un professeur qui était venu donner 2 masterclass en France, et avec lequel j'avais vraiment énormément progressé, énormément appris, et qui m'a proposé de venir suivre ses cours pendant 1 an aux États-Unis. Et donc je me vois encore en cachette contacter le CNED pour savoir comment ça fonctionnerait, pour suivre ma scolarité à distance, essayer d'établir un budget. Et puis il faut imaginer, c'était dans les années 80, donc à l'époque on partait pas aux États-Unis comme ça, surtout que je viens d'une petite ville de province. Et puis d'arriver devant mes parents et puis de leur dire voilà, alors l'année prochaine je veux partir à Bloomington, j'ai fait les démarches nécessaires, voilà le budget, voilà comment ça marchera. Et le professeur de piano, bien évidemment, me soutenait, puisqu'il m'avait invité à suivre ses cours. Et puis, vous voyez, c'est un projet fou, audacieux, et en même temps, je l'avais bien structuré, bien réfléchi, et j'ai eu la chance que mes parents disent oui, suivent. Je pense que c'est très courageux pour des parents. Moi, aujourd'hui, je suis parent d'enfants du même âge. Je mesure toute la difficulté que ça a pu représenter pour eux, entre vouloir donner une opportunité à leur enfant et en même temps pas l'exposer à des risques trop importants. Et vous voyez, je pense que le fait d'avoir pu faire quelque chose d'aussi audacieux, aussi jeune, probablement que ça détermine une manière d'être, et ça donne les clés pour oser. Et vous voyez, quand je cherche des mots-clés et quand vous me demandez les moments marquants, c'est souvent le résultat de projets audacieux, et là encore d'une dynamique d'ensemble, d'une dynamique collective.
Moi, ce qui est super, c'est que vous devancez mes questions, donc c'est parfait. Parce qu'effectivement, j'allais vous demander, est-ce que le genre de projet audacieux et ambitieux, vous les aviez déjà menés avant, mais je vois que oui, donc c'est parfait. Est-ce que dans les projets professionnels plus récents que vous avez montés, alors en équipe, avec votre équipe, est-ce que vous avez le sentiment à un moment donné qu'être une femme a été déterminant dans la réussite, dans l'accomplissement, dans l'engagement, dans la motivation, ou est-ce que ça n'a pas été un sujet? Alors, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, ça n'est pas un sujet, ni en positif, ni en négatif. Bon, là encore, on est dans une des sociétés d'investissement les plus mixtes, hein, donc on est dirigé par une femme CEO, mais ça n'est ni du positif ni du négatif, si vous voulez. J'ai pas l'impression de faire l'objet ni d'une discrimination négative ni d'une discrimination positive. Pour moi, c'est un non-sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ma vie d'avant, notamment quand je faisais du conseil, Accenture est une société de conseil en technologie, et moi j'ai quand même travaillé pendant 11 ans dans des environnements très très masculins, et c'était pas toujours facile. Quand vous dites que c'était pas facile, qu'est-ce que vous avez dû combattre? Qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous avez remarqué peut-être simplement? Vous imaginez, mais aujourd'hui, je pense que ça a plus trop lieu d'être. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Mais je ne compte pas le nombre de fois où on m'a demandé de faire les comptes rendus, de prendre les notes ou de m'occuper des cafés parce que j'étais la seule femme présente en réunion. Même s'il y avait même s'il y avait, parce que chez Accenture c'est une organisation qui est assez hiérarchique, donc même si j'étais pas la plus junior de la bande, mais écoutez, ça a le mérite d'apprendre à dire non, de le faire avec courtoisie et fermeté, et ça forge le caractère. Je dirais le plus difficile que j'ai eu à gérer, ça a été face à des clients japonais. Donc j'ai travaillé pour des clients japonais en France, pour une mission en France. Et alors là, on se rend compte qu'il y a encore toute une nouvelle frontière à conquérir sur la place des femmes. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, de vivre la période de bascule. C'est-à-dire que j'ai vécu la période où Accenture a mis en place des quotas de femmes dans les équipes du top management. Et il faut savoir que philosophiquement, j'étais plutôt contre les quotas, mais à la fin de la journée et 20 ans plus tard, j'ai la conviction qu'il y a que ça qui marche. Donc voilà, donc c'est un outil nécessaire par lequel il faut passer. J'ai aussi eu la chance d'être dans une entreprise américaine qui, je pense, était un petit peu plus aux avant-postes, en avant-garde sur ces sujets-là. Et donc typiquement, moi, j'ai bénéficié d'un programme de coaching au bon moment dans ma carrière avant d'accéder au poste de dirigeant. Et donc j'ai été formée sur les différences de comportement entre les hommes et les femmes en entreprise, sur des codes qu'il faut peut-être plus apprendre quand on est une femme, pour pouvoir là aussi mener une trajectoire à parité avec ses collègues masculins. Donc vous voyez, ça a jamais été un frein, ça a jamais été un accélérateur, et j'ai eu la chance d'être formée pour que ce qui aurait pu être des freins dans certaines situations ne le soit pas. Vous avez l'impression que cet accompagnement et ces formations existent encore et sont encore nécessaires aujourd'hui? Est-ce qu'ils existent encore? Oui, bien sûr. Notamment, j'ai échangé avec un de mes anciens collègues qui est au Middle East et qui est en train de mettre en place tous les programmes qu'on avait mis en place il y a de ça 10-15 ans maintenant. Donc d'abord, ça dépend éminemment des géographies, et je pense que c'est quand même, de toute façon, on le voit bien dans la société. C'est une histoire sans fin. Donc oui, il est impératif de former, d'accompagner. Et je dirais pas seulement sur les questions de mixité de genre, c'est sur toutes les mixités qu'il faut travailler. Et donc il faut attirer l'attention des dirigeants, des décisionnaires. Je pense que ce sont des sujets, a fortiori en période de crise, où on perd du terrain très très vite. Donc oui, il faut former, et ceux qui décident d'une part, et ceux qui doivent agir d'autre part. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez réalisés récemment où vous dites, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait bien servi?
Oui, écoutez, oui, peut-être quelque chose. J'ai réalisé assez récemment à quel point la poésie est absolument indispensable. Ah, quand même. Donc vous voyez, c'était mon anniversaire il y a pas très longtemps et euh, et euh, et du coup mon mari et les enfants me demandaient ce qui me ferait plaisir et je leur ai demandé l'anthologie de la poésie de Jean-François Revel d'une part et les sonates de Beethoven, la partition d'autre part. Et vous voyez, je pense que quand on est dans des périodes chaotiques comme ça, il faut nourrir son être au sens le plus profond. Et ce qui marche pour moi, clairement, c'est la musique et la poésie. Donc voilà, donc le soir, je lis des poèmes. Et j'essaye de les apprendre pour stimuler mes capacités mémorielles. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai une question qui suit mais que j'aurais aimé vous poser après, mais je vais vous la poser maintenant, qui est quand Mhm. même, je pense qu'elle est en lien. Comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer et pour tenir dans la durée? Parce que je pense que là, vous préparez votre cerveau par la mémoire et par le plaisir, manifestement. Mhm. Il y a d'autres choses que vous faites pour tenir de votre dans la durée, avec endurance. Ben en fait, moi, je fais beaucoup de yoga. Mhm. Je vous ai dit hein, que j'ai dans mes activités extra-professionnelles, je m'implique dans une association de yoga dans l'éducation. Donc je fais beaucoup de yoga depuis la naissance de ma fille aînée. Et ça a complètement transformé ma vie. Donc aussi bien sur le plan physique, parce que ça rend plus souple, ça rend plus endurant, et puis le yoga aide à rééquilibrer tous les petits inconforts qui s'installent avec le temps, et aussi sur le plan du caractère. Donc vous voyez, le yoga, c'est un bon outil pour gérer les émotions vous le comprenez, j'ai un caractère assez fort, assez engagé, et donc ça vient mettre un peu de tempérance. Donc voilà, donc oui, donc si j'ai une botte magique, c'est le yoga. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Est-ce que vous pourriez conseiller le yoga à une jeune fille ou une jeune femme qui rentre sur le marché du travail? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez envie de lui faire passer comme message? Oui, c'est ce que j'évoquais précédemment. Si vous voulez, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même manière. Ils ne se comportent pas de la même manière en entreprise, notamment. Je vais prendre un exemple concret au risque de paraître caricatural, mais néanmoins, ça a été analysé, théorisé et démontré par des études sociologiques. Généralement, un homme, quand on lui propose une nouvelle mission, il va expliquer à son management qu'il a raison de lui faire confiance et mettre en valeur toutes les qualités qu'il a ou qu'il pense avoir pour accomplir cette mission. Quand une femme va plutôt se comporter comme un lapin pris dans des phares de voiture, va être tétanisée et va plutôt expliquer à son management tous les manques qu'elle pense avoir et qui vont faire qu'elle va avoir beaucoup de mal à accomplir la mission. Et je vous dis, ça peut sembler caricatural quand je le raconte comme ça, mais là encore, j'insiste, ça a été théorisé et démontré par des analyses sociologiques. Donc, ces différentiels de comportement, il faut en avoir conscience et il faut travailler dessus. Donc voilà, c'est comme l'existence d'un plafond de verre. Le plafond de verre, il est aussi mental dans la tête dans l'esprit hein, des femmes de toute génération. Donc après. Je pense que la connaissance précède l'action, donc déjà se documenter sur ces différences de code. En fait, si vous voulez, si quelqu'un partait travailler en Asie ou en Amérique latine, il se renseignerait sur les différences culturelles. Je pense qu'il faut avoir la même démarche quand on est dans des pays dont la culture nous semble plus proche, se documenter pour comprendre les codes des différences de comportement et à partir de là, les intégrer et travailler avec. Bon conseil, je suis d'accord avec vous. Ça devrait être enseigné peut-être même pendant les Ouais, études. ouais. Non, Euh, c'est assez frappant. Hein. Et quand vous êtes en position managériale, vous le voyez vraiment. Hein. Souvent, les filles vont vous dire ah là là, mais pourquoi moi il y a un autre classique, si vous voulez, c'est une femme, elle va faire bien les choses et puis elle va attendre le bon point.
sans aller dire regarde, j'ai bien fait ça, qui pourrait juste consister déjà ne serait-ce qu'à rendre compte du bon accomplissement de sa mission. Quand un homme va plus spontanément expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il a bien fait. Donc là, je suis pas en train d'évoquer à résultat égal, vous allez avoir deux comportements diamétralement opposés. Et là aussi, si on ne vous le dit pas, si on n'explique pas aux femmes que le bon point il va pas tomber tout seul et que si elles ne mettent pas en valeur le travail qu'elles font, ça ne se verra pas. Vous voyez, il faut rendre visible l'invisible. Donc voilà. Donc là aussi, si on n'est pas au courant, si on vous le dit pas, juste vous pouvez pas le savoir et du coup vous pouvez pas agir dessus. Donc là encore, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut se former sur ces sujets-là. Il est absolument indispensable de le faire. Et en fait, il faut le faire à deux niveaux. Il faut le faire pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et tous ceux qui sont dans leur trajectoire professionnelle, et pour les dirigeants, pour qu'ils soient conscients de cette différence de code, de cette différence de comportement, et qu'ils puissent du coup adapter leurs critères d'évaluation à ces différences. Est-ce que vous, dans vos équipes, vous avez eu l'occasion de le dire spécifiquement aux femmes que vous encadriez, en leur conseillant de se mettre un peu plus en valeur, de se mettre en avant, ou peut-être d'accepter plus facilement des missions qui leur sont confiées? Alors, en fait, si vous voulez, il y a quand même, alors, pas seulement au périmètre de mes équipes, c'est vrai que ça peut être aussi vous voyez, au périmètre de l'entreprise, où peut se mettre en place des moments que je baptiserais de coaching informel, vous voyez, où effectivement vous avez l'occasion d'échanger sur l'un ou l'autre sujet, et puis vous en profitez pour partager ces éléments-là. C'est vrai que moi j'ai aussi enseigné pendant 7 ans à Sciences Po au Master 2, et effectivement j'ai eu à cœur de toujours consacrer un cours sur ces sujets-là, notamment pour préparer aussi bien les jeunes femmes que les jeunes hommes que j'avais en cours à ces différences. Et il faut absolument les enseigner, comme vous le disiez très justement il y a quelques minutes. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société ? En fait, c'est oui et non. Si vous voulez, je pense qu'il y a des poches de la société où les choses progressent vraiment. Et je pense notamment que les entreprises sont des facteurs de progrès. Après, on le voit bien, hein, il y a quand même en ce moment des zones, ou notamment je dirais des combats qui pouvaient sembler acquis, qui sont en train de reculer. Je pense notamment au droit à l'avortement, qui est en train de reculer dans de très nombreuses régions du monde. Donc le droit à disposer librement de son corps. Donc on voit quand même là aussi de la ségrégation qui se remet en place avec des zones, des lieux où des femmes ne peuvent pas aller. Donc voilà, donc je pense qu'on est dans une période, si vous voulez, très contrastée, où d'un côté vous avez des progrès patents qui s'accomplissent, et on a quand même de plus en plus de femmes qui créent des entreprises, qui dirigent des entreprises, qui ont des postes à responsabilité, et puis vous avez des zones de recul, et j'espère que au global la direction est une direction de progrès, mais je pense que l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Et l'histoire pour vous, professionnellement, c'est quoi votre prochain défi professionnel ? C'est quoi votre prochain gros projet que vous avez envie de lancer ? Alors le gros projet, alors en fait on vient de le lancer. Hein, ça, j'imagine, vous voulez le mener. Donc en fait, l'idée c'est de le réussir. Ah, voilà. Donc voilà, vous avez réussi à me faire dire le mot réussite, bravo. Donc en fait, comme je vous le disais, on s'est engagé notamment à devenir neutre en carbone dans un horizon de temps assez court, et ça nécessite beaucoup de progrès, d'évolution dans nos pratiques. Donc c'est très ambitieux. Alors on n'a pas pris cet engagement à la légère, et on sait faire techniquement, technologiquement, on sait accompagner ces transformations sur le plan financier. Il n'empêche que c'est un changement de paradigme majeur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment
un projet qui me tient à cœur. Et l'autre pilier de notre programme RSE, c'est le fait de contribuer à des pratiques beaucoup plus inclusives. On parlait de l'égalité homme-femme, donc nous typiquement on est très attentifs à favoriser la mixité, mais au-delà de la mixité de genre dans les organes de direction, de gouvernance, mais il y a aussi toute la question des modèles de partage de la création de valeur. Donc comment se partage la richesse, si je dois l'exprimer plus simplement. On est sur des enjeux majeurs et là aussi, si vous voulez, interroger les modèles, faire émerger de nouvelles manières de faire. Il y a urgence en la matière. On le voit avec les crises sociales qui prennent corps dans nos sociétés. Mais là encore, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas ce que j'appelle la school solution. Vous voyez, où vous prenez un bouquin puis on vous dit c'est ça qu'il faut faire, puis vous avez juste à appliquer. Donc il faut créer, il faut tester, il faut probablement se tromper en chemin pour y arriver. Donc voilà, donc c'est ça je pense que ça va m'animer sur les 10 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci de ce partage. Non, mais je vous en prie. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site lesondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.